et Xavier Leloup. Ça va être à vous, vous pouvez partager l'écran et là, on va pouvoir suivre. Merci beaucoup. Si vous ne voyez pas mon PowerPoint en ce moment, juste me le laisser savoir, sinon je vais commencer. Premièrement, je voudrais remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement de m'avoir invité à présenter dans le cadre de votre événement. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation qui s'inscrit dans la continuité d'un article, une note de recherche que j'avais publiée dans la Revue canadienne de sociologie au tout début de la pandémie, dans les premiers mois de la pandémie, qui s'intéressait au risque d'exposition à la COVID-19 au travail au Canada. Et donc, je voudrais donner un petit peu de contexte sur pourquoi je reviens sur ce thème-là. Donc, au début de la pandémie, si vous vous rappelez un peu du discours ou des débats qui avaient lieu, dès le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'accessibilité à des données au niveau populationnel qui permettaient de comparer les taux d'infection et de mortalité entre différents groupes sociodémographiques. Dans les données épidémiologiques notamment, certaines des informations sur, par exemple, les taux d'infection chez les personnes racisées n'étaient pas disponibles dans les données qui étaient collectées par les systèmes de santé publique. Donc, on a eu des travaux comme ceux de l'équipe de Kate Choi qui ont tenté de résoudre ces enjeux-là en regardant les variations au niveau géographique pour voir si des zones géographiques avec certaines concentrations de groupes sociodémographiques avaient des taux d'infection et des taux de mortalité plus élevés ou moins élevés. On a aussi des initiatives au niveau du Toronto Public Health où les données épidémiologiques ont été ventilées selon entre personnes racisées et non racisées, niveau de revenus et d'autres mesures qui allaient un peu au-delà de l'âge et du genre. Et plus récemment, on a eu les résultats de données de sondages qui ont été menés à travers des firmes de sondage où on a demandé, où on a sondé, dans ce cas-ci, par exemple, l'étude de Wu et autres, un assez grand nombre, quelques milliers de répondants, en leur demandant de rapporter s'ils avaient vécu certains symptômes et de rapporter certaines de leurs caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques. Ensuite, dans ce contexte-là, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a eu un grand nombre de mesures de santé publique qui ont été relatives au lieu de travail. Mais même avec les initiatives que je viens de mentionner, on a quand même eu peu de données populationnelles sur les taux d'infection au travail, notamment des types de données qui permettraient de mieux comprendre les différences entre différents groupes sociodémographiques, des différences par niveau d'éducation, des différences par profession, dans les risques d'exposition et de mortalité au travail. Ces données-là, encore aujourd'hui au Canada, sont difficilement accessibles, voire inexistantes. En comparaison, dans d'autres pays, on a eu des études exploratoires qui ont essayé de mesurer de façon directe la mortalité liée à une infection à la COVID-19 au travail sur la base de données d'état civil, donc des États comme la Californie ou des pays comme la Grande-Bretagne, sur les certificats de décès, les professions des individus qui sont décédés sont notés. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Dans la plupart des pays, on ne connaît pas la profession des individus qui décèdent, du moins à partir des données des certificats de décès, par exemple. Donc, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays, une des manières de mesurer ou d'avoir une meilleure compréhension des inégalités dans les risques d'infection et de mortalité à la COVID au travail, et c'est fait de manière indirecte, en développant des mesures du risque d'exposition. Et ces mesures-là ont été développées sur la base de données comme celle du recensement, où on classifiait les professions de la classification nationale des professions en fonction d'un risque d'exposition au niveau des professions qui est associé à une profession détaillée.
sur la base, par exemple, du niveau d'interaction ou de proximité physique des individus avec d'autres individus en milieu de travail. Ce qui a permis à une série d'études d'être publiées, montrant, par exemple, des écarts entre les hommes et les femmes, des écarts par niveau d'éducation et des écarts entre différents grands groupes professionnels dans les risques d'exposition à la COVID-19 au travail. Et donc, le mot ici qui est important, c'est vraiment, on parle de risque d'exposition parce que dans ces approches-là, on ne mesure pas les risques d'infection ou les risques de mortalité directement. Puis souvent, on utilise des données qui préexistent, des données préexistantes qui ne sont pas collectées durant la pandémie, qui ne sont pas des données épidémiologiques. Donc, ça vient quand même avec cette limite-là qu'il faut garder en tête quand on parle de ce type d'études. Donc, dans ces études-là qui ont été publiées, surtout dans la première année de la pandémie, comme je l'ai dit, on a identifié des différences entre certains groupes de la population. La plupart de ces études-là ont présenté des résultats au niveau du Canada en général et parfois au niveau provincial. Ce qu'on sait toutefois, c'est que les inégalités sociales et la stratification du marché du travail, on peut observer des variations au niveau régional, au niveau local, qui sont vraiment ancrées dans les structures du marché du travail. Donc la structure des professions, la distribution des professions ou la structure des industriels au niveau local, donc entre centres urbains, par exemple. On a des travaux comme ceux de Shetty aux États-Unis et Connolly et autres au Canada qui ont montré des variations dans le niveau de mobilité sociale selon les divisions de recensement. Des travaux qui ont montré une variation dans les inégalités de revenus d'emploi au niveau géographique au Canada. Aux États-Unis et au Canada, des travaux sur la variation dans les risques de perte d'emploi associés à l'automation et au commerce international en fonction du degré d'exposition aux robots ou aux flots commerciaux internationaux dans différentes zones géographiques. Et on a aussi une série d'études qui portent sur la variation dans les écarts salariaux en différents groupes de la population. Par exemple, des études une étude de Denier et Waite qui se concentre sur l'écart salarial selon l'orientation sexuelle et sa variation entre les marchés du travail locaux. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'était, maintenant qu'on a donné un peu ce contexte-là, c'était de contribuer aux études sur les risques d'exposition à la COVID-19 au travail, en se concentrant en explorant les variations des risques d'exposition à travers les 20 plus grandes régions métropolitaines de recensement canadiennes. Et donc, l'idée ici, c'est de se concentrer sur la manière dont le risque d'exposition au travail est ancré dans la structure du marché du travail de ces différentes RMR, donc la distribution des professions et la distribution des caractéristiques des travailleurs, plutôt que dans la nature des mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre au niveau local. Avec l'objectif de mieux comprendre le niveau les inégalités et les disparités dans les niveaux de risque préexistants à la pandémie, qui étaient déjà présents dans les marchés du travail locaux, avant même qu'on ait des réactions au niveau, par exemple, la santé publique. Donc, essayer d'évaluer quelles étaient les inégalités préexistantes qu'on pouvait observer en matière de risque d'exposition à la COVID au moment où la pandémie a commencé. Donc, la manière dont on va faire ça, et puis là, je vais vous parler des données que je vais présenter aujourd'hui. Donc, la présentation d'aujourd'hui, probablement, je vais mentionner que c'est des résultats qui sont préliminaires, qui sont basés sur les données publiques du formulaire long du recensement canadien de 2016. Ce qui va être intéressant, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des données publiques comme première étape d'une analyse, mais évidemment, pour passer des résultats préliminaires à résultats finaux, il va falloir aussi intégrer l'utilisation de données confidentielles accédées à travers le SIX, par exemple. Donc, les données du recensement, en fait, j'utilise des tableaux du recensement qui rapportent le nombre de travailleurs dans différentes professions au niveau détaillé, donc les professions à 4 chiffres. Donc, on parle vraiment de, par exemple, architecte, serveur, etc. Donc, au niveau vraiment détaillé, pas des grands groupes de professions. Et ces tableaux-là
c'est des tableaux agrégés, mais qui vont à un niveau assez détaillé au niveau géographique, au niveau des caractéristiques comme l'éducation, l'âge et les distinctions entre différents groupes de minorités visibles. Et donc, on peut savoir, on peut avoir un niveau d'information très détaillé sur la distribution des professions dans différentes RMR selon les groupes selon les caractéristiques sociodémographiques. Ces données-là sont couplées à une base de données qui s'appelle ONET, donc qui a été générée par le Occupation Information Network, qui est un organisme américain qui fournit des variables sur les caractéristiques des professions d'environ 1 millier de professions détaillées. Aux États-Unis, on a une clé de correspondance, puis on peut faire un mapping de ces caractéristiques-là sur les professions canadiennes. Donc, cette source de données-là nous permet de mesurer le risque d'exposition à la COVID au travail en utilisant l'indicateur de la catégorie Work Context qui mesure le niveau de proximité physique de travailleurs dans une profession donnée avec d'autres personnes. Donc, on demande donc cette variable-là va capturer sur une échelle de 0 à 100 à quel point un travailleur ou une travailleuse dans une profession donnée va être proche ou va avoir un niveau de proximité physique, là, donc d'épaule à épaule, distance de bras, même pièce, puis généralement seul, au travail. Et donc, avec l'idée que, étant donné les modes de transmission de la COVID-19 qui sont connus, on assume que plus le niveau de proximité physique est élevé, plus il y a un risque préexistant d'exposition et de transmission à la COVID-19 au travail. On développe également une variable qui est encore basée sur les données de l'ONET, qui est basée sur une mesure développée par Dingle et Nieman sur la faisabilité du télétravail. Et finalement, puis je vais en parler vraiment rapidement à la fin, on a une matrice de similarité du contenu des professions où on prend tous les indicateurs de caractéristiques des professions fournis par l'ONET et on fait un exercice de réduction de dimension. On calcule les distances euclidiennes entre les 500 professions détaillées de la classification nationale des professions pour savoir quelles sont les professions qui sont les plus similaires à une profession donnée. Ce qui va nous permettre de comprendre, dans le dernier diapo, qui va devenir utile quand on veut comprendre les opportunités d'accès à des professions à faible risque d'exposition à la COVID. Qui va être couplé à des affichages de postes en ligne, tous les affichages de postes en ligne qui ont été collectés par Vicinity Jobs en 2021. OK. Donc, pour la première diapo, je voulais présenter des résultats au niveau agrégé sur les écarts des niveaux de risque d'exposition à la COVID-19 au travail en fonction de différents groupes de la population. Donc, c'est un modèle de régression où on régresse le niveau de proximité physique associé à une profession donnée sur une série de caractéristiques. Donc, les variables sur lesquelles je veux me concentrer sont vraiment celles ici qui ne sont pas présentes dans les études publiées jusqu'à ce jour avec cette approche-là, qui se concentrent sur les différences de risque d'exposition pour différents groupes de minorités visibles au Canada. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une variation dans l'écart entre les personnes qui sont pas membres d'un groupe de minorités visibles et différents groupes de minorités visibles. Si on se concentre sur le modèle 2 en particulier ici, on voit qu'il y a une probabilité plus élevée ou un niveau de risque plus élevé de 3,4 % d'exposition à la COVID au travail chez les personnes noires et de 6,4 % chez les personnes philippines ou sud-est asiatiques, ainsi que des risques, encore une fois, 3,5 et 3,6 % plus élevés chez les personnes arabes ou asiatiques occidentales, coréennes ou japonaises. Net de caractéristiques comme l'âge, le niveau d'éducation et le genre. Donc, par exemple, pour d'autres groupes, on ne voit pas d'écart. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a des différences dans les risques d'exposition entre personnes non racisées et personnes racisées, mais qui varient selon le groupe de minorités visibles. Donc, ce n'est pas uniforme parmi les différents groupes de minorités visibles. On voit des dynamiques similaires ici quand on parle de faisabilité du télétravail.
Donc là, ici, on ne demande pas aux gens s'ils sont en télétravail, mais on demande est-ce qu'ils sont dans une profession où le télétravail serait faisable. Et encore une fois, on voit les mêmes, des probabilités beaucoup plus faibles dans certains groupes, comme les personnes noires, les personnes philippines ou sud-est asiatiques, à travers les modèles ici qui émergent. Il y a un peu d'autres résultats, mais sur lesquels je peux revenir durant la période de questions, mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. La prochaine étape, sachant qu'il y a maintenant au niveau canadien des variations de différents groupes, c'était de produire des résultats désagrégés par RMR. Donc ici, on voit chaque barre montre la médiane, donc le risque médian d'exposition à la COVID au travail, et l'écart interquartile là, du plus bas du quartile, le cut-off entre les quartiles 1 et 2 et le cut-off entre les quartiles 3 et 4, qui montre donc la distribution dans chaque RMR de risque d'exposition à la COVID au travail. La première chose qui ressort, c'est que ici, on a en fait un niveau relativement constant dans les plus grandes RMR. Il y a une certaine variation, mais ça tend à être plus bas que les zones qui ne sont pas des RMR. La deuxième chose, c'est qu'on voit que pour différents groupes de minorités visibles, dans certains cas, il y a certaines variations. Donc, le X, c'est la médiane canadienne et les cercles, c'est la médiane. Je veux dire, le X, c'est la médiane pour les personnes qui ne sont pas des minorités visibles, et le cercle, c'est la médiane pour un groupe de minorités visibles en particulier. Donc, on voit que dans certains cas, par exemple, pour les latino-américains, il y a un écart très faible et une grande similarité entre les différentes RMR. Et dans d'autres cas, on voit qu'il y a des écarts qui varient dans différentes directions. Donc, il y a des variations entre les RMR. Ici, pour les personnes chinoises, c'est un grand groupe, donc beaucoup de RMR. Donc, c'est probablement pas dû à des variations purement aléatoires. Et on voit ici qu'il y a des écarts dans les deux sens dans beaucoup de RMR. Donc, un plus faible risque à Ottawa, par exemple, et un plus grand risque dans des villes comme Québec ou Winnipeg. Chez les personnes noires, on voit un risque beaucoup plus élevé à travers la plupart des RMR. Et chez, par exemple, les Arabes et les personnes asiatiques de l'Ouest, on voit, par exemple, des écarts plus prononcés à Montréal, à Ottawa ou à Edmonton qu'ailleurs. Xavier, il vous reste encore 5 minutes. Parfait, merci beaucoup. On voit des variations similaires en termes de faisabilité du télétravail. Encore une fois, le petit diamant ici, c'est la proportion de travailleurs dans différentes RMR qui sont dans une profession pour laquelle le télétravail est faisable. Donc, on voit que dans les 5 plus grandes RMR, la faisabilité du télétravail est plus élevée. Et ici, qu'on voit les écarts entre les personnes qui sont pas des minorités visibles et les différents groupes de minorités visibles, on voit qu'en général, il y a une proportion plus faible de travailleurs qui sont dans des professions où le télétravail est possible chez les minorités visibles, mais qu'il y a une certaine variation entre les groupes. Donc, il y a des écarts plus grands dans la plupart des RMR, par exemple, chez les personnes noires et philippino et sud-est asiatiques, et des écarts beaucoup plus faibles ou dans l'autre direction chez les personnes chinoises, par exemple. Mais on voit aussi que l'espèce de gradient qu'on voit entre Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, gradient ascendant, se retrouve pas de la même manière dans la plupart des groupes de minorités visibles. Donc, Montréal, Vancouver et Calgary sont à peu près au même niveau dans la plupart des groupes de minorités visibles, et Ottawa a un niveau beaucoup plus élevé de faisabilité du télétravail à travers la plupart des groupes. Et finalement, cette diapo, sans aller dans les détails, montre les différences d'accès à des professions à faible risque chez les travailleurs qui sont déjà dans des professions à faible risque par rapport à des travailleurs qui sont dans des professions à risque élevé. Et en gros, ce que ce graphique-là montre, sans aller dans les détails, c'est que dans la plupart dans les RMR en général, les travailleurs qui sont dans des professions à risque élevé d'exposition à la COVID au travail ont accès à donc les professions qui sont similaires à leur profession en termes de contenu tendent à être beaucoup plus à risque d'exposition à la COVID que les travailleurs qui sont dans des professions à faible risque d'exposition. En gros, là, ce qui veut dire qu'il y a un beaucoup plus faible niveau d'opportunité de changer de profession pour se rendre dans une autre profession similaire à faible risque d'exposition à la COVID parmi les travailleurs qui sont déjà dans des professions à haut risque. Donc, même à travers la mobilité entre professions, c'est difficile de sortir d'un environnement à haut risque d'exposition à la COVID au travail.
Donc, pour conclure, on a vu qu'il y avait une hétérogénéité au niveau détaillé dans les risques d'exposition à la COVID au travail et la faisabilité du travail en différents groupes de personnes racisées, qui correspond bien à ce qu'on connaît sur les dynamiques de ségrégation professionnelle au niveau détaillé dans les pays d'Amérique du Nord. Les grands centres urbains canadiens semblent faire face à des défis communs, même s'il y a certaines variations entre différentes RMR qui vaudraient la peine d'être explorées. Puis ici, on n'a pas fait d'exploration par quartier. Donc, c'est vraiment au niveau des RMR. Donc, il y aurait matière à creuser un peu plus loin. Au niveau des conclusions, je pense que je vais arrêter là pour laisser peut-être l'opportunité à une ou deux questions d'être posées. Et je voudrais remercier encore une fois les organisateurs pour l'invitation. Vos questions sont bienvenues en français ou en anglais. Merci beaucoup.